problème d'infrastructure. Ils n'ont pas forcément d'accès à Internet ou alors ils disposent seulement d'une connexion très lente. Les gens ne sont peut-être pas habitués à ce type de collaboration sur Internet. Ça les rend un peu nerveux. Un message pour les motiver, pour faire venir plus de développeurs? Je ne sais pas quels sont les problèmes en Inde, mais il y a sans doute des problèmes locaux que seuls les Indiens pourront résoudre, des problèmes dont le continent américain ne se soucie pas le moins du monde. À mon avis, c'est très motivant quand quelqu'un dit « Hey, je peux résoudre ce problème, je peux créer ma propre version de Linux et elle me conviendra mieux. » D'accord? Ça marche pour un Indien ou n'importe quelle autre personne. C'est ça qui doit motiver les gens. Et puis quoi que je dise, vous ne devriez pas en tenir compte. Linus, juste une seconde. Merci beaucoup. Merci à vous. La prochaine fois que vous passerez en Inde, J'essaierai, mais... si vous prenez de longues vacances. Je travaille pour un magazine hollandais. Comptez-vous venir aux Pays-Bas? Le but premier de Linux n'a pas été bien entendu d'anéantir Microsoft. En fait, Linux a été conçu pour fonctionner sur du matériel bon marché et pour résoudre des problèmes courants. Si vous n'avez pas d'argent, il offre une véritable alternative entièrement gratuite. Le projet Linux a démarré en Europe et aux États-Unis, mais aujourd'hui le logiciel libre permet de trouver toujours de nouveaux programmeurs venant même de pays où l'informatique en est à ses premiers balbutiements. La société Red Flag est spécialisée dans la recherche, le développement et la commercialisation de systèmes d'exploitation basés sur Linux. Comme vous le savez, la Chine est en retard sur les pays développés en matière d'informatique. L'écart est grand. Nous essayons de le combler le plus vite possible. Pendant ce temps, nous devons faire appel à l'expérience de nombreux autres pays. Nous attachons une grande importance au système d'exploitation. Nous avions commencé à développer sur Unix, mais à cause de la réglementation sévère du marché, nous avons échoué. Linux représente pour nous une grande opportunité, ainsi qu'une bonne base pour nous former aux nouvelles technologies du monde entier. C'est le plus grand transfert de richesse que l'on ait jamais vu entre ce que l'on appelle le Nord industrialisé, disons l'Europe et les États-Unis, et le tiers-monde. C'est le code source ouvert. Je pense que c'est très important pour beaucoup de gens. J'aime la philosophie et j'aime analyser les choses sous l'angle de la philosophie. Je pense que l'ouverture du code source est en accord avec l'esprit de la science, c'est-à-dire l'accès libre et sans aucune restriction à l'information. Rien ne devrait être caché. C'est ma première impression de Linux. Cet esprit pourrait être étendu à d'autres domaines. Je n'ai jamais cru que cela devrait uniquement s'appliquer au domaine de l'informatique. Pour résumer, vous avez d'un côté l'une des classes les plus privilégiées des sociétés capitalistes, les programmeurs. Ils peuvent gagner tellement d'argent avec la programmation qu'ils ont le temps de se consacrer à leur hobby. Les programmeurs tels qu'Alan Cox peuvent imposer leur prix. Ce sont les gens qui se trouvent au sommet de la pyramide, qui transfèrent leur propriété intellectuelle, cette énorme richesse, vers des pays pauvres. C'est le socialisme en action, même si les libéraux sont horrifiés dès qu'on en fait mention. Les projets open source ont été comparés au développement de la science. La science
en elles-mêmes ne rapportent pas d'argent. Ce sont les applications industrielles de ces recherches qui engendrent de la richesse. Pour les hackers de l'open source, le développement de Linux a toujours été un projet bénévole de type scientifique, un véritable hobby. Les meilleurs développeurs Linux ont fini par être embauchés. En 1999, pendant le boom de la net économie, du e-business, certaines entreprises Linux ont été cotées en bourse. Wall Street a annoncé des valeurs records pour l'action Linux. Évidemment, ça n'a pas duré, mais pendant quelque temps, certains hackers Linux ont été incroyablement riches, du moins sur papier. Avant cette folie boursière, tous ceux qui participaient au développement du noyau et qui gagnaient de l'argent avec Linux sont restés assez fidèles à ces valeurs, en acceptant des postes dans de nouvelles entreprises. La plupart d'entre eux font à peu de choses près la même chose que ce qu'ils faisaient avant de décrocher ces emplois. Honnêtement, à ma connaissance, aucun développeur n'a perdu sa liberté. Je continue à lire des suggestions de modifications tous les jours, comme je l'ai toujours fait. Je les soumets à Linus, comme je le faisais avant notre introduction en bourse. Certains d'entre nous conduisent peut-être de plus belles voitures, c'est à peu près la seule différence. Et peut-être qu'on mange plus souvent des sushis. Certaines personnes ont eu de la chance. Elles ont rejoint la bonne entreprise au bon moment et se sont débrouillées pour profiter de l'introduction en bourse. Certains se sont fait des millions de dollars, d'autres des milliards de dollars. La contribution de ces personnes était-elle plus importante que celle des autres? Dans certains cas, elles ont investi les sommes qu'il fallait au bon moment. Mais je pense que c'est un problème plus général. Ça ne concerne pas que la communauté open source. En fait, je ne crois pas qu'on ait une réponse satisfaisante à cette question. L'une des choses que j'aime dans Silicon Valley, c'est son grand dynamisme. Ici, tout est possible. Même le côté course à l'argent, qui paraît un peu de mauvais goût, a fortiori si vous êtes un Européen, c'est un très bon facteur de motivation, un bon moyen pour aller au bout de vos projets. Est-ce que le fait de vivre ici m'a changé? J'imagine que oui. Je ne suis plus le même qu'à mon arrivée, mais je ne crois pas être plus intéressé par l'argent qu'avant. Le 11 septembre 2001 bouleverse notre monde. Les attentats suicides à New York frappent toute l'économie de plein fouet. L'informatique également est groggy. Que restera-t-il du phénomène Linux? Aujourd'hui, des pans entiers du fameux code de Linux se retrouvent sans que nous le sachions dans notre vie quotidienne, dans nos portables, nos grille-pains, nos réveils matins. Le rêve de Linus Torvalds de libérer l'informatique a des chances de réussir, mais ce serait peut-être l'une des plus grandes opportunités manquées de notre époque si le logiciel libre ne libérait rien d'autre que du code. La question n'est pas de savoir si les progrès technologiques vont rendre Linux obsolète à un certain stade. La question est juste de savoir combien de temps cela va prendre. Randy, ne fais pas tes griffes sur le fauteuil. Dans 5 ans, 15 ans ou 50 ans, je pense que l'un des pouvoirs de l'open source, c'est que dans 50 ans, le meilleur système d'exploitation du moment pourra toujours tirer parti du code source de Linux. Dans une certaine mesure, le code source est la mémoire de Linux. Et les gens pourront toujours l'utiliser comme une sorte de référence. Mais il y a autre chose. Il y a aussi les problèmes intangibles, tels que pourquoi les choses ont-elles été conçues de telle façon.
Et je pense que c'est dans l'air, de toute façon, avec ou sans moi. Even if I weren't up there.